Le mot narcissique est devenu une insulte à la mode, un diagnostic de comptoir que l'on jette à la figure de n'importe qui dès qu'une contrariété surgit. Soyons clairs, cette utilisation abusive du langage ne sert personne et surtout pas vous. Si vous qualifiez tout le monde de narcissique, vous devenez aveugle face aux vrais prédateurs. Il est temps d'arrêter de se mentir. Il existe une différence fondamentale, presque mathématique, entre une personne toxique, une relation difficile et un véritable pervers narcissique. Si vous ne comprenez pas cette nuance, vous resterez une proie facile, incapable de monter une défense efficace. Vous êtes ici pour une dissection chirurgicale de la manipulation, pas pour une séance de câlin thérapeutique. Commençons par briser un mythe. Tout ce qui vous fait du mal n'est pas nécessairement narcissique. Imaginez que je vienne à votre anniversaire et que je vous offre un sac de farine et 12 œufs. Allez-vous dire que je vous ai offert un gâteau? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites quand vous étiquetez quelqu'un sur la base d'une seule trait de caractère. Un narcissique, c'est la recette complète, pas juste un ingrédient. Il faut une absence totale ou une inconsistance chronique d'empathie, une grandiosité délirante, un sentiment d'impunité, une arrogance crasse, une superficialité pathologique et un besoin maladif d'être admiré. Si l'un de ces éléments manque, vous n'avez pas un gâteau, vous avez juste de la farine. Une personne peut être odieuse dans un restaurant, exiger d'être servie avant tout le monde ou hurler sur un serveur. Cela ne fait pas d'elle un narcissique. Cela fait d'elle une personne toxique, mal élevée ou arrogante, désagréable, certes, mais ce n'est pas une pathologie de la destruction. Le narcissisme est une structure de personnalité rigide, une forteresse d'insécurité masquée par une armure de toute puissance. C'est une stratégie de survie qui a mal tourné dès l'enfance. Le manipulateur utilise des outils précis. Le gaslighting pour vous faire douter de votre propre santé mentale, la projection pour vous attribuer ses propres fautes et le contrôle pour s'assurer que vous ne sortez jamais du périmètre qu'il a tracé pour vous. Sa motivation? Le pouvoir. La domination? L'écrasement de l'autre pour ne pas avoir à regarder le vide abyssal qu'il habite. En fait, il existe plusieurs saveurs de ce poison. Le narcissique grandiose est celui que vous voyez venir à 1000 lieues. Charismatique, extraverti, il prend toute la place. Il étale ses succès réels ou imaginaires avec une indécence qui frise le ridicule pour qui sait observer. Le narcissique vulnérable, lui, est plus dangereux car il se cache derrière une façade de victime, de personnes incomprises ou anxieuses. Il utilise sa fragilité apparente comme une arme de culpabilisation massive. Le narcissique malfaisant, le plus sombre de tous, frôle la sociopathie et prend un plaisir réel à la destruction, savourant les larmes et l'effondrement de sa proie comme un nectar. Et n'oublions pas le narcissique communautaire, celui qui se fait passer pour un saint, un philanthrope, un pilier de l'Église ou d'une association humanitaire pour obtenir sa dose de validation publique tout en étant un tyran dans l'intimité. Qu'importe le glaçage, le fond du gâteau reste le même. Une exploitation systématique de l'autre. Soyons lucides, toutes les personnes narcissiques sont toxiques, mais toutes les personnes toxiques ne sont pas narcissiques. La toxicité est souvent une question de perception subjective. C'est une réaction chimique entre deux individus qui ne fonctionnent pas. Vous avez probablement dans vos contacts quelqu'un qui vous donne la nausée dès que son nom s'affiche sur votre écran. Pourquoi? Peut-être parce que cette personne est trop exigeante, trop critique, ou qu'elle ne respecte pas vos limites. Mais est-ce qu'elle cherche activement à détruire votre identité? Pas forcément. Elle vit juste sa vie selon des codes qui sont incompatibles avec les vôtres. Prenons l'exemple de ce type obsédé par la technologie, qui se lève à 4 heures du matin pour méditer, boit des jus verts infâmes et prétend qu'il vivra 180 ans. Il vous regarde de haut parce que vous mangez un bagel. Est-il toxique? Pour vous, oui, il est insupportable, arrogant et jugeant. Mais s'il ne manipule personne, s'il n'essaie pas de vous isoler de votre famille pour mieux vous contrôler, il n'est pas un narcissique. Il est juste un homme avec un ego boursouflé et un mode de vie qui vous déplaît. Il n'y a pas de préméditation dans son arrogance, juste une absence de savoir-vivre. Il en va de même pour cette mère de famille qui organise tout de manière obsessionnelle, qui pousse ses enfants vers l'excellence absolue et qui critique les autres parents dès qu'ils donnent un morceau de sucre à leur progéniture. Elle est épuisante, elle est toxique pour ceux qui se sentent jugés par elle. Mais elle peut être dotée d'une réelle empathie et agir par peur ou par amour mal placé. La toxicité dépend de votre propre histoire, de vos racines, de vos blessures. Ce qui est un poison pour vous peut être une source d'inspiration pour un autre. C'est là que réside le piège. Si vous confondez l'inconfort subjectif avec la prédation narcissique, vous perdez votre capacité d'analyse stratégique. Dans une relation toxique, vous pouvez encore discuter, poser des limites, voire trouver un terrain d'entente après une grosse dispute. Dans une relation avec un narcissique, toute tentative de dialogue est une arme que vous lui donnez pour vous abattre plus tard.
C'est une guerre froide où chaque mot est une munition potentielle. Chaque confidence que vous lui faites aujourd'hui sera le poignard qu'il utilisera demain. Vous devez apprendre à identifier le moment où votre corps vous envoie un signal d'alarme. Ce pincement au ventre, cette envie de peser chaque mot avant de parler, cette sensation de marcher sur des œufs en permanence. C'est votre instinct qui vous dit que vous êtes en territoire ennemi. Parfois, la toxicité est liée à des convictions profondes. Le racisme, le classisme, l'intolérance. Vous pouvez trouver quelqu'un toxique simplement parce que ses valeurs sont à l'opposé des vôtres, même si cette personne est par ailleurs généreuse avec ses voisins ou ses petits-enfants. C'est le paradoxe de l'être humain. Mais le narcissique, lui, ne possède pas cette complexité morale. Son seul système de valeurs est centré sur son propre profit immédiat ou son image. Il n'y a pas de zone grise, pas de rédemption possible tant qu'il n'a pas admis sa propre faillite intérieure, ce qui n'arrive quasiment jamais car son ego est un mécanisme de défense qui interdit toute remise en question. Pour lui, s'excuser, c'est mourir. Pourquoi restez-vous ? C'est la question qui fâche. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Vous espérez que si vous lui expliquez assez clairement, si vous trouvez les bons mots, il aura un déclic ? Réveillez-vous. C'est de mathématiques. On ne peut pas obtenir d'empathie d'une structure qui en est dépourvue. C'est comme essayer de faire une mise à jour logicielle sur une machine qui n'a pas de processeur. Votre espoir est votre plus grande faiblesse. Le manipulateur le sait. Il utilise vos propres vertus, votre loyauté, votre patience, votre capacité à pardonner pour vous enchaîner à lui. C'est une forme de piratage émotionnel. Il installe un virus dans votre système de pensée qui vous fait croire que le problème, c'est vous. Que si vous étiez plus calme, plus compréhensif, plus performant, la relation fonctionnerait. C'est le grand mensonge du gaslighting. Le gaslighting n'est pas une simple dispute de couple. C'est une déconstruction systématique de votre réalité. Imaginez que vous voyez un tapis bleu. Vous dites « ce tapis est bleu ». Le manipulateur vous regarde avec une pitié feinte et répond « il est de verre. Tu devrais vraiment consulter un ophtalmo. Tu m'inquiètes ». Le lendemain, il implique un tiers en disant devant vous « n'est-ce pas que ce tapis vert est magnifique ?» À force de subir ce traitement sur des détails insignifiants, puis sur des faits graves, comme une infidélité ou un mensonge financier, vous finissez par ne plus faire confiance à vos propres yeux, à vos propres oreilles. Vous devenez une coquille vide, dépendante de la validation du bourreau pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est là que la prédation atteint son apogée. Vous n'êtes plus un partenaire, vous êtes une extension de son ego, un objet utilitaire destiné à maintenir son image de soi. Vous êtes devenu son miroir, mais un miroir que l'on brise dès qu'il ne renvoie pas l'image parfaite attendue. Regardons maintenant la tactique du love bombing. Au début, tout est parfait, trop parfait. Il vous couvre de compliments, de cadeaux, d'attention. Il vous envoie des messages toutes les heures. Il veut tout savoir de vous. Il vous donne l'impression d'être enfin vu, enfin compris, enfin aimé pour ce que vous êtes. C'est la phase de reconnaissance du terrain. Il identifie vos failles, vos besoins non comblés, vos traumatismes d'enfance, pour mieux s'y engouffrer. Ce n'est pas de l'amour, c'est un investissement à court terme. C'est l'appât sur l'hameçon. Une fois que vous êtes accroché, que vous avez baissé vos gardes, que vous avez peut-être même quitté votre appartement ou vos amis pour lui, la dévaluation commence. Le passage de l'idole au déchet est brutal. Un jour, vous êtes sa muse, le lendemain, vous êtes un boulet. Une incapable, une source de déception constante. C'est une technique de dressage pavlovien. En alternant les moments de tendresse et les phases de mépris froid, il crée un lien traumatique, une dépendance biochimique dans votre cerveau. Votre hippocampe et votre amygdale sont en état de choc permanent. Vous devenez comme un joueur de casino, attendant désespérément le prochain gain, la prochaine miette d'affection, pour oublier les pertes massives que vous avez subies. Il faut aussi parler de la triangulation. Le manipulateur ne reste jamais seul avec vous dans le conflit. Il introduit une troisième personne pour créer de la compétition. Cela peut être une ex-petite amie qu'il décrit comme folle mais avec qui il garde un contact suspect. Un collègue brillant qu'il ne cesse de vous comparer, ou même votre propre mère. Il veut que vous vous battiez pour sa faveur. Il veut que vous vous sentiez remplaçable à chaque instant. C'est une stratégie de diviser pour mieux régner. En vous mettant en insécurité permanente, il s'assure que toute votre énergie est consacrée à la relation, vous laissant épuisé et incapable de voir l'absurdité de la situation. Vous n'avez plus de force pour vos projets, pour vos amis, pour vous-même. Vous êtes en mode survie, et le mode survie est l'ennemi de la réflexion critique. Une autre phase cruciale est le discard ou la décharge. Quand le narcissique a fini de vous vider de votre substance, quand vous n'avez plus d'argent, plus d'énergie ou que vous commencez à voir clair dans son jeu, il vous jette avec une froideur cadavérique. Il peut disparaître du jour au lendemain sans une explication, vous laissant dans un abîme de confusion. Pour lui, vous n'existez plus. Vous étiez un appareil électroménager qui est tombé en panne. Il va simplement en acheter un nouveau.
Cette absence totale de remords ou de simple humanité lors de la rupture est la signature indélébile du pervers narcissique. C'est le moment où le masque tombe définitivement, révélant le vide noir derrière les yeux. Mais attention, le discard n'est pas toujours définitif. Il existe le hoovering du nom de la marque d'aspirateur. Dès que vous commencez à remonter la pente, dès qu'il sent que vous lui échappez ou qu'il a besoin d'une dose rapide de pouvoir, il revient. Il peut simuler une maladie grave, vous envoyer un message nostalgique sur notre chanson ou s'excuser avec des larmes de crocodile. Ne vous y trompez pas. Il ne revient pas parce qu'il vous aime, il revient parce qu'il a faim, il veut vérifier s'il a encore le contrôle. Si vous cédez, la phase de dévaluation sera encore plus rapide et plus violente que la précédente. C'est un cycle infernal qui ne s'arrête que lorsque vous décidez de débrancher la machine. La vérité est dure à entendre, mais elle est libératrice. Vous êtes responsable de vos limites. Ce n'est pas blâmer la victime que de dire cela, c'est lui redonner son pouvoir. Si vous restez à une table où l'on ne sert que du poison, vous ne pouvez pas vous étonner d'être malade. Le manipulateur ne s'arrêtera pas de lui-même. Pourquoi le ferait-il ? Il obtient tout ce qu'il veut, du pouvoir, de l'attention, du contrôle et souvent des avantages matériels. C'est à vous de vous lever et de partir. Et partir ne signifie pas seulement quitter une pièce ou une maison. Cela signifie couper tout contact, bloquer les accès à votre vie numérique, refuser d'entrer dans la moindre justification. Le silence est votre seule arme efficace. Chaque explication que vous donnez est une porte ouverte qu'il utilisera pour revenir. Le narcissique déteste le silence, car cela le renvoie à sa propre insignifiance. Sans public pour valider son spectacle, il n'est rien. Il a besoin de votre réaction, même négative, pour se sentir vivant. Votre colère est encore une forme d'hommage à sa puissance. Votre indifférence est son arrêt de mort social. Mais que faire si vous ne pouvez pas partir immédiatement ? Si vous partagez des enfants, un compte bancaire ou une entreprise ? C'est là qu'intervient la stratégie de la pierre grise, Grey Rock. Vous devez devenir aussi ennuyeux, aussi peu réactif qu'un caillou au bord du chemin. Ne donnez aucune émotion, aucune prise. S'il vous insulte, ne répondez pas par une insulte. S'il vous vante ses succès, ne montrez pas de jalousie. Répondez par des phrases courtes, factuelles, sans aucune charge affective. D'accord, c'est noté, je vois. Il va essayer de vous provoquer, de vous piquer là où ça fait mal, d'utiliser vos enfants pour vous faire sortir de vos gonds, car votre émotion est sa nourriture. Si vous restez de marbre, il finira par chercher une autre source de supply narcissique. Il a besoin de drama. Si vous lui offrez un désert, il ira chercher une oasis ailleurs. C'est une guerre d'usure psychologique. Vous devez protéger votre sanctuaire intérieur à tout prix, derrière une façade de neutralité absolue. L'analyse de la toxicité nous montre aussi que nous avons tous une part d'ombre. Il est facile de pointer du doigt le monstre, mais il est plus courageux de regarder en soi pourquoi nous avons attiré ce type de profil et pourquoi nous sommes restés. Souvent, cela remonte à des schémas d'enfance où l'amour était conditionnel, où nous devions performer, nous taire ou soigner un parent pour exister. Le narcissique a un flair incroyable, presque animal, pour repérer les sauveurs ou les empathiques hyper responsables, ceux qui pensent qu'avec assez d'amour, de patience et de compréhension, on peut guérir n'importe qui. C'est une illusion dangereuse, une forme d'orgueil spirituel. On ne guérit pas quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est malade et qui tire profit de sa pathologie. Votre empathie est une perle que vous jetez à des pourceaux qui vont la piétiner avant de se retourner pour vous mordre. Gardez votre précieuse empathie pour ceux qui la méritent et surtout, commencez par l'appliquer à vous-même. Soyez votre propre meilleur ami, celui qui ne vous laisserait jamais subir de tels outrages. Soyons clairs sur un point, le principe du boomerang ou les lois de l'univers finiront par faire leur œuvre. Une vie construite sur le mensonge, la manipulation et l'exploitation finit toujours par se fondrer de l'intérieur, car elle n'a pas de fondation solide. Le narcissique finit souvent seul, paranoïaque et amer. Mais vous ne devez pas rester là pour regarder l'incendie. Votre temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez, bien plus que votre argent. Chaque minute passée à analyser les motivations d'un manipulateur, à relire ses messages pour y trouver un sens caché, à pleurer sur ce qu'il vous a fait est une minute de perdu pour votre propre épanouissement. Arrêtez de chercher à comprendre pourquoi il fait ça. La réponse est simple, parce qu'il le peut, parce que sa structure mentale est ainsi faite. Parce que vous le laissez faire. C'est une dynamique de prédateur et de proie. Changez de rôle, devenez celui qui est inatteignable, celui qui a quitté la forêt. La reconstruction après une telle épreuve est longue et non linéaire. Vous allez passer par des phases de manque, comme un toxicomane en sevrage d'héroïne. C'est normal, c'est biologique. Votre cerveau a été conditionné par des pics massifs de dopamine lors des réconciliations et de cortisol lors des crises. Vous devez réapprendre le calme, la stabilité, l'ennui constructif. Vous devez redéfinir ce qu'est une relation saine. Une relation saine ne vous épuise pas.
Elle ne vous demande pas de sacrifier votre intégrité, vos amis ou votre dignité pour maintenir une paix précaire. Elle est basée sur le respect mutuel, la transparence, la prévisibilité et, surtout, la sécurité émotionnelle. Si vous ne vous sentez pas en sécurité pour exprimer un désaccord ou une émotion négative, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une dictature domestique. Il faut aussi arrêter de sacraliser le pardon. On nous rabâche que pardonner, c'est guérir. C'est faux dans le cas des abus narcissiques. Le pardon est un processus personnel qui sert à vous libérer vous, pas à dédouaner l'autre. Vous n'avez aucune obligation de pardonner à quelqu'un qui ne cesse jamais excuser sincèrement, qui ne reconnaît pas ses torts et qui continue ses agissements dès que vous avez le dos tourné. Parfois, la colère est une émotion saine, vitale et nécessaire. C'est elle qui vous donne l'énergie de poser une limite franche, de dire plus jamais ça. Utilisez cette colère comme un carburant pour votre reconstruction, comme une barrière de protection, pas comme un acide qui vous ronge. Transformez-la en force d'action. La colère est le système immunitaire de l'âme. Dans le monde professionnel, la toxicité prend souvent la forme du harcèlement moral subtil. Le petit commentaire désobligeant glissé devant les collègues lors d'une réunion, l'appropriation de votre travail par un supérieur, les objectifs flous ou changeants pour vous mettre en échec systématique. Le narcissique au travail cherche à éliminer toute concurrence. Là encore, la méthode est la même. Documentez tout, chaque mail, chaque parole, chaque incohérence. Gardez des traces écrites hors du serveur de l'entreprise. Ne restez jamais seul en entretien avec un suspect. Le manipulateur craint la lumière, les faits bruts et les preuves tangibles. Il prospère dans le flou, dans le « il a dit »,« elle a dit », dans l'interprétation des intentions. Soyez d'une précision chirurgicale dans vos échanges, c'est ainsi que vous neutralisez son pouvoir de nuisance. Quand vous lui opposez des faits froids et documentés, il bat en retraite pour trouver une proie plus facile et moins organisée. La société actuelle, avec ses réseaux sociaux et son culte de l'image, est un incubateur géant à narcissisme. Tout nous pousse à nous mettre en scène, à chercher la validation extérieure par des likes, à transformer nos vies en produits de consommation lisses et parfaits. Il est facile de s'y perdre et de développer soi-même des traits narcissiques par mimétisme. Mais la vraie force, la vraie santé mentale, réside dans l'authenticité et la vulnérabilité assumée. Le narcissique est incapable d'être authentique car il n'a pas de soi solide. Il n'est qu'un assemblage de masques empruntés à d'autres. Vous avez la capacité de ressentir, de pleurer, d'échouer et de vous relever. C'est cela qui fait de vous un être humain complet et c'est précisément cette profondeur émotionnelle qu'il vous envie le plus et qu'il cherche à détruire. Regardez vos relations actuelles avec une honnêteté brutale. Faites l'inventaire. Combien de personnes dans votre entourage vous tirent vers le haut, vous encouragent, vous écoutent vraiment? Combien vous épuisent, vous utilisent comme déversoir émotionnel ou vous critiquent sous couvert d'humour? Faites le ménage, c'est une question de survie psychique. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si ces 5 personnes sont toxiques, narcissiques ou simplement négatives, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Vous devez vous entourer de gens qui respectent votre autonomie, qui célèbrent vos succès sans jalousie et qui sont capables de vous dire la vérité avec bienveillance. C'est cela la vraie richesse. Ne craignez pas la solitude. Elle est bien plus féconde qu'une mauvaise compagnie. N'oubliez jamais que le manipulateur est au fond un lâche. Il s'attaque à ceux qu'il perçoit comme plus faibles, plus gentils ou plus isolés. Il évite ceux qui ont des frontières solides et une estime de soi saine. Dès que vous montrez les dents, dès que vous montrez que vous avez compris son jeu de dupe et que vous n'avez plus peur de le perdre, il change de cible. Il n'aime pas les défis réels, il aime les victoires faciles et les victimes soumises. En devenant une cible difficile, en étant informé et alerte, vous vous protégez non seulement vous-même, mais vous protégez aussi la communauté en ne lui permettant pas de renforcer ses schémas destructeurs. C'est une responsabilité individuelle qui a un impact collectif. L'analyse comportementale nous apprend que les mots ne comptent pas, ils ne sont que du bruit. Seuls les actes parlent avec clarté. Si quelqu'un vous dit qu'il vous respecte mais qu'il arrive systématiquement en retard, qu'il oublie vos rendez-vous importants ou qu'il fouille dans votre téléphone, croyez ses actes. Si quelqu'un vous promet de changer mais qu'il recommence les mêmes micro-agressions dès le lendemain, croyez ses actes. La cohérence est le marqueur universel de la santé mentale et de l'intégrité. Le narcissique vit dans l'incohérence permanente entre ses paroles mielleuses et ses actes brutaux, entre son image publique de brave type et sa réalité privée de tyran. Ne vous laissez plus berner par la mélodie de ses mots. Regardez la direction de ses pas. Votre guérison passera par la réappropriation totale de votre propre narration. Pendant trop longtemps, c'est lui qui a écrit le scénario de votre vie, qui a tenu le rôle du réalisateur et du critique. Il a décidé qui vous étiez. Tu es instable,
ce que vous valiez, tu as de la chance que je sois là, ce que vous aviez le droit de ressentir, tu te fais des idées. Reprenez la plume, redécouvrez vos goûts, vos passions oubliées, vos envies de voyage ou de silence, sans avoir besoin de demander la permission ou de craindre un jugement. C'est un chemin terrifiant car il vous oblige à faire face à votre propre liberté et à la responsabilité qui va avec. Mais c'est le seul chemin qui mène à une vie qui vaut la peine d'être vécue. La manipulation est un art sombre, mais elle a des limites structurelles. Elle repose entièrement sur votre consentement implicite à être manipulé, sur votre besoin d'être aimé ou votre peur d'être seul. Dès que vous retirez ce consentement, dès que vous acceptez l'idée que vous préférez être seul plutôt qu'humilié, le château de cartes s'effondre. Cela demande un courage immense, car cela signifie souvent perdre quelque chose de tangible. Une sécurité financière, un statut social, une image de famille parfaite. Mais que valent ces choses si elles vous coûtent de votre santé, votre joie et votre âme? Absolument rien. Il vaut mieux vivre dans un studio modeste et dormir en paix que dans un château sous le règne de la terreur. Soyons clairs sur les mécanismes de défense. Vous n'êtes pas là pour sauver le narcissique, ni pour l'analyser pendant des années. Vous n'êtes pas son thérapeute, ni sa mère, ni son rédempteur. Son traumatisme, qu'il soit réel ou inventé pour vous apitoyer, n'est jamais une excuse pour vous détruire. Beaucoup de gens ont vécu des enfances atroces sans pour autant devenir des prédateurs. Ils sont devenus des artistes, des soignants ou simplement des gens honnêtes. Le choix de la malveillance appartient à celui qui l'exerce. Ne portez pas le poids de ses péchés ou de ses échecs sur vos épaules. Laissez-le face aux conséquences de ses actes. C'est le seul moyen pour lui, peut-être, d'avoir un jour un éclair de lucidité. Et s'il ne l'a jamais, ce n'est plus votre problème, c'est celui de la vie. Il faut aussi identifier les flying monkeys ou les singes volants. Ce sont les complices, souvent involontaires, du narcissique. Ses amis, ses parents, ou même les vôtres, à qui il a raconté une version déformée de la réalité où c'est lui la victime et vous le bourreau. Ils viendront vous voir pour vous dire « Il est tellement triste, tu devrais faire un effort, il t'aime à sa manière, ne tentez pas de les convaincre. » S'ils choisissent de croire le manipulateur sans écouter votre version, ils font partie du système toxique. Éloignez-vous d'eux aussi. Votre cercle doit être composé de gens qui voient la claire, pas de gens qui se laissent aveugler par le charme superficiel d'un prédateur. La vie est trop courte pour être passée dans l'ombre d'un tyran. Vous avez un potentiel immense, une lumière unique. Le manipulateur essaie d'éteindre cette lumière car elle l'éblouit et lui rappelle cruellement son propre vide intérieur. Ne le laissez pas gagner. Chaque jour où vous choisissez votre bien-être, chaque jour où vous refusez de céder à une culpabilité injectée artificiellement, est une victoire éclatante. C'est une insurrection de l'esprit. La résilience n'est pas seulement de survivre, cesse de refleurir là où on a voulu vous enterrer. Le narcissisme n'est pas une phase passagère ou une crise de la quarantaine, c'est une pathologie de l'identité qui a tendance à s'aggraver avec le temps. Le narcissique vieillissant perd ses outils de séduction, beauté, statut, force, et devient souvent plus acariâtre, plus paranoïaque et plus cruel. N'attendez pas un miracle. La seule variable sur laquelle vous avez un contrôle total, c'est qu'est-ce à votre propre positionnement. Votre départ est votre seule réponse. La connaissance est votre bouclier le plus solide. Plus vous comprendrez les mécanismes de la projection, il vous accuse de ce qu'il fait lui-même, et de l'inversion des rôles, moins ils auront d'emprise sur votre psyché. C'est comme apprendre les tours d'un magicien. Une fois que vous avez vu le double fond de la boîte, la magie disparaît pour laisser place à une technique grossière. Vous ne verrez plus un être supérieur ou intimidant, mais un petit enfant blessé et furieux, dans un corps d'adulte jouant avec des allumettes. L'indifférence est le stade ultime de la guérison. Ce n'est pas la haine, car la haine est encore un lien passionnel qui vous maintient enchaîné à lui. L'indifférence, c'est quand vous apprenez qu'il lui arrive quelque chose de bien ou de mal, et que votre pouls ne s'accélère pas. C'est quand son souvenir ne déclenche plus aucune tempête. Vous avez récupéré toute votre énergie. Vous êtes à nouveau le propriétaire exclusif de votre espace mental. Pour arriver à cette indifférence, il faut accepter de traverser le deuil de l'illusion. Vous devez faire le deuil de la personne que vous pensiez qu'il était au début, le prince charmant du love bombing, et accepter qu'elle n'a jamais existé. C'était un personnage de fiction créé pour vous piéger. C'est douloureux, c'est une blessure pour votre propre ego, mais c'est la clé de la sortie. En acceptant cette vérité froide, vous vous rendez inattaquable. Le principe du boomerang est une réalité psychologique. Le narcissique finit par s'empoisonner avec son propre venin. À force de trahir, de mentir et de manipuler, il finit par créer autour de lui un désert de solitude ou un entourage composé uniquement de gens aussi toxiques que lui. C'est sa punition naturelle. Votre rôle n'est pas de faire justice mais de vous mettre à l'abri. Concentrez-vous sur votre reconstruction.
Soyez impitoyable avec les comportements inacceptables, mais gardez votre humanité pour ceux qui en valent la peine. Ne devenez pas cynique. La gentillesse n'est pas une faiblesse si elle est en protégée par des frontières de fer. Apprenez à dire non sans vous justifier. Non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de fournir un dossier de preuves pour refuser une invitation ou une demande. Votre volonté suffit. Il est temps de passer à l'action concrète. Identifiez aujourd'hui une micro-manipulation dans votre vie et neutralisez-la par le silence ou par une réponse factuelle et froide. Reprenez un territoire, aussi petit soit-il. C'est ainsi que l'on gagne la guerre pour sa propre âme. Pouce par pouce, décision après décision. Le chemin est exigeant, mais la vue au sommet, celle de votre liberté retrouvée, est imprenable. Maintenant, gravez ces instructions de sécurité dans votre esprit. Ce sont les piliers de votre nouvelle existence. La loi du silence radical est votre rempart. Coupez tout, bloquez tout. Pas de dernière discussion pour mettre les choses au clair. Il n'y a rien à clarifier avec quelqu'un qui utilise le langage pour obscurcir la vérité. Votre absence de réponse est le message le plus puissant que vous puissiez envoyer. La loi de la réalité froide vous impose de voir le prédateur tel qu'il est, pas tel que vous voudriez qu'il soit. Cessez de chercher des excuses à l'inexcusable. Un acte de cruauté est un acte de cruauté. Peu importe le passé de celui qui le commet. Les faits sont vos seuls alliés. La loi de la frontière d'acier définit votre espace vital. Si une limite est franchie, la conséquence doit être immédiate et non négociable. Vous n'êtes pas un paillasson, vous êtes une forteresse. Une frontière sans garde armée, la conséquence, n'est qu'une invitation à l'invasion. La loi de l'investissement propre est le but final. Redirigez toute l'énergie que vous utilisiez pour gérer le narcissique vers votre propre santé, votre carrière, vos passions. Votre succès et votre bonheur sont la seule réponse valable. Devenez